Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. C'est le thème cette année au niveau international de la célébration de la 25e édition de la Journée internationale de la femme. Vous le savez, c'est le 8 mars de chaque année et l'événement sera célébré demain dimanche. À l'occasion donc de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous ferons un zoom sur deux femmes. Elles sont de deux générations différentes, mais partagent en commun une passion, l'amour pour le pain tissé. Et puis descente ce vendredi de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'École normale supérieure de Nati Tengou. Les échanges ont porté sur les conditions de vie et de travail des étudiants de cette école. Merci donc de nous suivre en direct sur le www.canal3télévision.com. Le Bénin, à l'instar des autres États membres des Nations Unies, va donc commémorer la 25e édition de la Journée internationale de la femme ce dimanche 8 mars. Le thème retenu cette année au niveau international est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Le choix de ce thème traduit la volonté des Nations Unies de susciter chez tous l'engagement et la détermination nécessaires pour la réalisation d'actions d'envergure mondiale visant à parvenir à l'égalité et à l'équité du genre. Il est également en adéquation avec la réalisation de l'un des objectifs du développement durable, à savoir celui de parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. À la veille donc de cette célébration, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a adressé un message à la nation. On l'écoute au micro de Ouliat Sanoussi et de Henri Ganti. Chers compatriotes, au niveau national, cette thématique trouve son ancrage dans le programme d'action du gouvernement, notamment en son pilier 3, concernant l'amélioration des conditions de vie des populations, plus précisément en son axe stratégique 6, relatif au renforcement de services sociaux de base et à la protection sociale, et en son action 21, visant à protéger les plus démunis. C'est pourquoi, dans la même perspective, après consultation de divers acteurs et en tenant compte de la stratégie genre du Bénin, il importe de réfléchir au plan national sur le thème « Ensemble, amplifions les stratégies de promotion de l'égalité et de l'équité de genre au Bénin ». Cette thématique interpelle toute la nation. C'est l'heure du bilan. Un quart de siècle après, chaque groupe socio-culturel, professionnel, traditionnel et économique doit être en mesure de se poser des questions. Qu'avons-nous fait pour nos femmes et nos filles? Quelles sont les mesures prises pour leur protection, leur promotion et leur participation aux instances de prise de décision de la base au sommet? Le Bénin s'y attelle. Les gouvernements et les législatures successives font des efforts pour créer un environnement favorable à l'implication des femmes dans le processus décisionnel à tous les niveaux de l'État afin que les droits politiques et civils soient reconnus à toutes les composantes de la société, promues et respectées. Nous reconnaissons et saluons ici à leur juste valeur les soutiens inestimables des partenaires techniques au développement, de même que les actions des organisations non gouvernementales et celles de la société civile en matière de prévention, de protection, de promotion et de participation des femmes. Toutefois, notre environnement socio-culturel demeure hostile à l'idée qu'une femme soit égale à un homme et qu'elle jouisse des mêmes droits et privilèges que lui. C'est pourquoi il importe d'innover en recherchant des outils toujours plus modernes de consolidation et de pérennisation des acquis des investissements plurisectoriels. Je voudrais donc saisir l'occasion que m'offre la célébration de cette 25e édition de la Journée internationale des droits de la femme pour m'adresser aux organisations de défense des droits des femmes, aux leaders, aux décideurs à divers niveaux, aux femmes élues, aux activistes, aux entrepreneurs sociaux et à toutes celles, tous ceux qui militent en faveur de l'égalité des sexes en vue des efforts plus conséquents pour espérer un changement notable des habitudes et une intégration du genre dans tous les secteurs. J'exhorte tous ces acteurs à envisager avec force et détermination
des mesures et actions encore plus innovantes, adaptées à notre culture et à nos lois, pour aider à éliminer les obstacles et à accélérer le progrès vers l'égalité. Je nous invite tous à encourager les investissements dans les systèmes sociaux sensibles à la dimension du genre et à bâtir des services et infrastructures sociaux adaptés aux besoins des femmes et des filles en vue de leur autonomisation socio-économique. Femmes et filles, acteurs à différents niveaux, ensemble autodéterminés et résolument engagés, amplifions les stratégies innovantes de promotion de l'égalité et équité genre au Bénin, en Afrique et dans le monde. Donnons le pouvoir d'agir aux filles et aux femmes. Accompagnons les initiatives de leur promotion. Bâtissons ensemble un avenir plus radieux pour les générations. Voilà, le réseau de téléphonie mobile MTN a également célébré la femme. C'est à la faveur d'une rencontre qui a mobilisé plusieurs autorités féminines et puis des étudiantes venues de plusieurs universités du Bénin. L'événement a eu lieu dans la soirée de ce vendredi à Canal Olympia de Cotonou. Les détails à travers ce reportage de Ingrid D, présenté par Asiongo Kanya Asiongo. Yellow Women, c'est le slogan choisi par le réseau de téléphonie mobile MTN pour célébrer la Journée internationale des femmes, édition 2020. La célébration a mobilisé une flopée d'étudiantes venues de plusieurs universités du Bénin autour du thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Je suis venue à Canal Olympia ce soir pour célébrer par anticipation la Journée internationale des droits des femmes. Journée pour laquelle MTN a voulu mettre un saut spécial. Et aujourd'hui, vendredi, nous avons pensé qu'il était bon de faire venir nos jeunes étudiantes et de mettre face à ces étudiantes des personnalités du Bénin. Dans quelques mois, nous allons fêter les 60 ans d'indépendance du Bénin et il était important que ces personnes qui ont marqué l'histoire du Bénin, ces dames qui ont marqué l'histoire du Bénin, puissent venir donner leur exemple, parler de ce qu'elles ont fait à la jeune génération. Outre le thème principal, un second a attiré l'attention de l'assistance. Il est intitulé « La femme 6.0 », une thématique longuement développée par des femmes battantes qui ont marqué l'événement de par leur présence. La femme 6.0, c'est la femme, quelle que soit sa couche sociale, quel que soit son âge, c'est la femme qui peut impacter son environnement. C'est la femme qui peut impacter le Bénin. Et aujourd'hui, nous, MTN Bénin, on est convaincus que chacune d'entre vous peut impacter son environnement et peut aussi impacter le Bénin. À l'occasion, 4 universités ont participé à un challenge. Ces candidates, venues de l'École supérieure de gestion d'informatique et de sciences, Pigier, l'École nationale d'économie appliquée et de management et ISM à Donaï, se sont prêtées aux questions des membres du jury. Il s'agit des questions relatives à l'actualité et à l'historique du Bénin. Avec l'arrivée de l'indépendance, nous avons vu émerger le courage et l'initiative de plusieurs femmes. Au terme de la compétition, c'est Pigier qui remporte la première place, suivi de l'ENEAM. Les lauréates sont rentrées, les mains chargées de prix. Voilà, orientons à présent nos caméras sur 2 dames. Elles sont de générations différentes, mais partagent en commun une passion, un amour pour le pain tissé. Chacune d'elles travaille ce patrimoine textile, symbole de notre identité à sa manière. Elles œuvrent jour et nuit et pour sa conservation, sa valorisation et sa modernisation. Coup de projecteur donc sur ces 2 dames, convaincues que seul le travail libère la femme et qu'il faut en faire une passion. C'est un sujet signé Zakiat Latunji, Moufid Sabouran. 2 dames, une passion, un inconditionnel amour pour le pain tissé. La plus âgée vient d'une famille de tisserands, celle qui l'appelle affectueusement maman vient d'une ethnie dans laquelle le pain tissé est signe de noblesse. Chacune d'elles œuvre à sa manière pour la préservation de ce patrimoine, une richesse culturelle et identitaire. Cette passion, Victorine Kossou la consacre à la réhabilitation du pain tissé traditionnel. On a vu que nous portons plus de tissus imprimés d'importation plutôt que ce qui nous est propre.
On se sommes dit, bon, quand c'est un patrimoine qui risque de nous échapper, nous avons une action à mener, donc sensibiliser les gens. Ensuite, essayer de répertorier ce patrimoine du passé. Elle s'investit depuis 27 ans dans le domaine à travers différentes initiatives portées par son association, Espace Tissage Plus, une association qui travaille pour la sauvegarde, l'appui à l'apprentissage, la formation de courte durée, la valorisation des matériaux locaux et du savoir-faire à la main. Les rois du sud comme ceux du nord avaient les meilleurs tisserands. Donc, à partir de la colonisation, la cour royale n'avait plus de tisserands. Donc, ceux qui étaient tissés pour le roi se perdaient. Donc, on en avait beaucoup perdu. Et nous, depuis 1993, on essaie d'organiser des concours pour que les anciens détenteurs de pain tissé ancestral les amènent en compétition. On essaie de voir les plus beaux et on essaie de primer les détenteurs. Les meilleurs motifs font objet de conservation et de réhabilitation. Tout ceci pour laisser dans le présent les traces du passé. Plusieurs échantillons de tissage sont déjà répertoriés et disponibles dans un catalogue. Ces motifs sont également utilisés pour la décoration d'intérieur, l'ameublement, les articles de table, des cartes de vœux et bien d'autres encore. Et c'est surtout à cette étape de la transformation que Dame Émilie Thibouté-Sama laisse parler sa passion pour le pain tissé. Une spécialiste en marketing et communication qui se présente aisément comme une artisane intellectuelle. On peut avoir de grands diplômes et être artisan à succès. Et ce qui va faire la différence, évidemment, on peut aller surfer sur le net et maintenant venir raffiner ce qu'on est en train de faire. Comme vous avez eu à le constater, on fait des pains tissés, on les ressort comme du lin. Aujourd'hui, les grammages des fils sont très petits, donc les fils sont très fins. L'artisane intellectuelle expose dans ce showroom ses chefs-d'œuvre, une variété de produits de différentes sortes, travaillés avec du pain tissé. Les résidus après utilisation sont également exploités à d'autres fins. Autrement dit, rien ne se perd, tout se transforme. Dans notre pays, sur les 77 communes, le tissage est présent dans 62 communes. Cela veut dire quoi? Non seulement il y a la matière première, mais également il y a la main-d'œuvre. Et c'est important de pouvoir organiser les différents tisserands en coopérative et permettre justement que la décentralisation puisse s'ancrer. J'ai remarqué qu'il y a des niches importantes à développer pour pouvoir faire sortir les gens de la précarité. Donc c'est franchement ça, je vois cette passion-là en termes du social productif. Et je dirais même que c'est au-delà de la passion, c'est devenu un engagement. Son engagement pour le pain tissé, associé à sa vie professionnelle, ne l'éloigne pas de sa vie de famille. Il faut savoir les concilier. C'est de partager sa passion avec sa famille, avec son époux, ses enfants. Moi, forcément, mon époux est mon premier soutien. Mes enfants aussi, ils sont tous dedans. Et quand j'ai une idée, j'échange avec eux. La femme est d'abord la personne à partir de laquelle le patrimoine se conserve. C'est la personne qui valorise ce qui nous est propre. Si la femme se détourne de ce qui est propre à sa culture, les enfants seront éduqués dans cette déviation-là. Le coton est la matière première à l'origine de l'obtention du pain tissé. Il passe par plusieurs étapes de transformation, la filature, la teinturerie et le tissage. Une véritable chaîne de valeur animée par un nombre important d'artisans. Voilà, on continue de célébrer la femme en mettant en lumière son talent et son savoir-faire. C'est ainsi que le préfet de la Takora, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, a organisé au profit des femmes des communes du département de la Takora une foire pour célébrer la Journée internationale de la femme. Une occasion donc pour mettre en lumière le savoir-faire des femmes. Cette foire, dont le lancement a eu lieu ce jeudi, est ouverte pour 4 jours au public et permettra de toucher du doigt le rôle et l'importance de nos mamans dans le développement. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agosso.
Du fonio de Boukombe au beurre de karité de Kouandé, en passant par le gari amélioré, le riz de montagne, les pagnes tissées pour ne citer que ces articles, le Made in Atakora est exposé ici à l'esplanade de l'SCPR de Nati Tengu. C'est la première édition de la foire agricole et artisanale de la femme de l'Atakora, une initiative de Madame le Préfet, en prélude à la fête du 8 mars et qui vise à révéler le savoir-faire des femmes du département. Cette foire dont nous possédons ce jour à l'ouverture, qui prendra fin le dimanche 8 mars prochain, soit 4 jours, permettra surtout de faire relever aux visiteurs et aux Béninois le Made in Atakora, à travers le savoir-faire de nos chères mamans. Cet événement se veut donc révélateur non seulement du génie créateur de nos braves femmes de l'Atakora, mais aussi des potentialités économiques dont regorge notre cher et beau département de l'Atakora. Durant 4 jours, en effet, ces femmes venues de toutes les communes de l'Atakora et même d'ailleurs exposeront au public le fruit de leurs efforts. Voilà pourquoi la porte-parole des partenaires techniques et financiers se réjouit pour cette initiative. Mesdames et messieurs, si Madame le Préfet a eu l'initiative d'organiser la foire à l'occasion de la Journée internationale de la femme édition 2020, c'est pour amener ces femmes vaillantes encore plus haut. C'est le lieu de saluer toutes ces vaillantes femmes qui animent l'économie de nos communes. C'est aussi le moment de reconnaître les efforts des partenaires techniques et financiers qui ont compris qu'il faut concentrer les efforts et les financements sur les femmes. Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à cette foire en y participant massivement et je vous souhaite de faire de très belles affaires. Au maire de la commune de Nati Tengu de souhaiter que cette initiative se pérennise pour permettre aux femmes de toujours participer elles aussi au développement de leur localité. Que ça ne soit pas la dernière édition. Comme tout le monde le sait, nous ne pouvons pas parvenir au développement sans la participation de la femme. À la fin de la cérémonie de lancement de cette foire, les autorités présentes ont visité les différents stands tout en encourageant les foraines. Voilà, on continue de parler des artisans. Les artisans du Bénin étaient donc à l'honneur ce vendredi 6 mars, journée choisie par le gouvernement pour célébrer les acteurs du secteur de l'artisanat. Ils sont donc nombreux à prendre part aux activités marquant la cérémonie d'ouverture à Cotonou. Et pour cette 10e édition, un thème a mobilisé les attentions. Il s'agit de l'artisanat béninois face au défi de l'emploi des jeunes. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. Le point dans ce reportage de Teddy Goudalo, présenté par Asiongon Kanya Asiongon. Ils sont venus de toutes les contrées du Bénin pour prendre part aux activités marquant l'ouverture officielle de la célébration de la Journée nationale dédiée aux artisans. Une mobilisation annuelle qui est à sa 10e édition et qui se célèbre tous les premiers vendredis du mois de mars. L'instauration de cette journée est une manière pour le gouvernement de rendre un hommage aux acteurs du secteur de l'artisanat qui constitue le deuxième corps social pourvoyeur d'emploi. Cette journée vise à honorer les artisans et artisanes béninois pour leur précieuse contribution au développement économique et social du Bénin. Elle est destinée à vanter les mérites des vaillants artisans de toutes les localités du Bénin. Il nous faudra prendre une part active dans cette dynamique de la structuration impulsée par le gouvernement, non seulement pour la professionnalisation de nos métiers, mais aussi pour l'amélioration de la croissance économique. C'est le moment pour ces artisans de faire des doléances à l'endroit du chef de l'État, Patrice Talon. Entre autres, ils souhaitent que cette journée leur soit chômée les fois à venir afin de leur permettre d'avoir à leur côté les cadres d'administration.
Par ailleurs, une place de choix leur est accordée dans le programme d'action du gouvernement à travers le projet ARCHE. Et c'est ce qu'est venu rappeler ici la ministre en charge de la microfinance. Vous serez impacté par tous les volets de ARCHE. L'assurance maladie, avec la carte biométrique, si vous êtes enrôlé, vous pouvez bénéficier gratuitement de l'accès aux soins, des pathologies. Avec la formation pour renforcer vos capacités, les microcrédits, tout à l'heure tout le monde a levé les doigts, et la pension de retraite. C'est le lieu pour moi d'inviter à la sérénité, à l'union et à la cohésion en votre sein. J'exhorte donc chacun et tous à l'introspection et à un sursaut patriotique salvateur pour l'artisanat béninois. Deux communications ont également meublé la célébration de la journée des artisans du Bénin. L'artisanat béninois face au défi de l'emploi des jeunes et l'importance liée au métier de l'énergie sont en effet les thèmes abordés par les communicateurs. La cérémonie d'ouverture a pris fin par une visite des stands installés à l'occasion. Voyons à présent comment s'est déroulée la journée de l'artisan béninois du côté de Lokossa dans le département du Mono. C'est à travers ce reportage signé Geoffroy Messan et Florent Deroux. La journée de l'artisan béninois, JAB, est une nouvelle fois célébrée avec faste et dans une ferveur populaire à Lokossa dans le département du Mono. Patrons et apprentis, tout corps de métier de l'artisanat confondu, ont en effet ce vendredi 6 mars laissé leur atelier et autres salons pour animer une grande caravane. Les festivités se sont déroulées en 3 actes. Outre la caravane, il y a eu une cérémonie protocolaire qui s'est déroulée dans la maison des artisans de Lokossa, PPA, et une réjouissance populaire. Ici, à la place de l'Étoile, ce sont des coiffeurs, coiffeuses et assimilés qui festoient. Il s'agit précisément des membres de l'association professionnelle de la coiffure et de l'esthétique de Lokossa, APECEL, et de l'association des coiffeurs, coiffeuses et esthétiques de Lokossa, ACEL. Aujourd'hui, la fête se déroule bien. La journée d'aujourd'hui, ça nous donne la joie. Un hôte de marque était de la partie. Il s'agit du ministre Séverin Quenom, un régional de l'étape. Il y a beaucoup de messages à laisser. Pour nous, les patrons d'abord, et pour la conformité de notre tarif, ça ne va pas. Les coiffeurs sont en train de souffrir. Il faut qu'on dise la vérité. Ce que je demande à tous les collègues, à tout corps confondu, coiffeurs, coiffeurs, soudeurs, menuisiers, tout le monde, à tout corps confondu, c'est la solidarité. La célébration de cette JAB a été aussi une opportunité pour ces artisans de rappeler à tout un chacun leur utilité dans la construction d'un Bénin développé à travers des causeries débats. Voilà, retour à Cotonou où s'est tenue ce vendredi une conférence internationale sur la méthode de l'ovulation Billings. Il s'agit d'une plateforme internationale qui fait la promotion des méthodes naturelles de planification familiale. La méthode Billings consiste à apprendre à la femme à connaître et à écouter son corps en vue de prendre des décisions utiles pour son épanouissement social. Avec cette rencontre, le Bénin devient le premier pays de l'Afrique francophone à être affilié à l'Organisation mondiale de la méthode de l'ovulation Billings du nom des inventeurs australiens John et Lynn Billings. Il s'agit d'une méthode naturelle de planification familiale ignorée du grand public africain malgré ses vertus recherchées. La méthode de l'ovulation Billings est une opportunité pour l'Afrique. Elle est méconnue de nombreuses personnes. Elle est la seule méthode naturelle qui peut être utilisée par toutes les femmes de la puberté à la ménopause et qui lui indique quand elles entrent en période féconde.
Seul le continent africain n'avait pas encore reçu cette conférence internationale après l'Océanie, l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Retard comblé pour l'Afrique donc à travers le Bénin qui devient le premier pays dans toute l'Afrique à avoir accueilli la conférence internationale de la méthode Billings. Il est attendu des assises un impact transversal. La mise en œuvre de cette méthode de planification familiale contribuera certainement à l'accélération de la marche de nos pays vers l'atteinte du dividende démographique, l'autonomisation des femmes et l'atteinte des objectifs du développement durable pour tous. 41 pays d'Afrique et du monde partagent ici leur expérience de la méthode de l'ovulation Billings. Il s'agit du plus grand rendez-vous de promotion des méthodes naturelles de planification familiale qui se veut, selon le thème de la conférence, une chance pour l'Afrique. Voilà, la mairie de Cotonou a procédé ce jeudi à la distribution des moustiquaires au centre de santé de la ville. Ce geste vise à aider ces hôpitaux à mieux prendre soin des malades qui pourraient consulter, surtout pour cause de paludisme. Plus de 1000 moustiquaires, plusieurs nattes et couvertures à distribuer dans les formations sanitaires de 11 arrondissements de la commune de Cotonou dans le cadre de la lutte contre le paludisme en saison pluvieuse. Les responsables des 10 centres reçoivent chacun son lot des mains de l'autorité municipale. Et je pense que chaque année, la municipalité de Cotonou inscrit dans son budget des crédits pour pouvoir à ses besoins. Et je pense que comme cela se passe maintenant, nous donnons la main au gouvernement pour conjuguer, pour compléter les efforts du gouvernement, pour vaincre cette endémie, pour que cela ne se joue pas, surtout que ces derniers temps, nous avons d'autres préoccupations sanitaires. Je voudrais donc compter sur les structures pour que ces matériels-là aillent à ceux qui en ont le plus besoin. Ce geste envers nos populations est la bienvenue et nous vous promettons que ces moustiquaires que vous venez d'offrir aux différents arrondissements seront utilisés pour réellement les besoins de la cause. Nous vous remercions très sincèrement. Merci beaucoup. Autrefois orientée directement vers les populations, la distribution des moustiquaires est allée vers les centres de santé parce que le gouvernement a décidé d'assister les populations cette année sur toute l'étendue du territoire national. La coopération entre les communes de Rilieu, La Pape et Nati Tengou se solidifie du 1er au 6 mars. Une délégation de Rilieu, La Pape a séjourné dans la ville de Nati Tengou. Objectif, procéder à la signature d'une nouvelle convention de partenariat entre les deux communes. Pendant leur séjour, d'importants lots de vivres, de fournitures scolaires ainsi que de vêtements ont été offerts à certaines écoles et au centre Bon Samaritain de Nati Tengou. Voici le reportage de Régis Hippolytagos. Une nouvelle convention de coopération entre les communes de Rilieu-La Pape en France et de Nati Tengou au Bénin. La convention précédente étant arrivée à terme depuis décembre 2019 et grâce au dynamisme du conseil communal de Nati Tengou, ses partenaires ont décidé, en descendant dans la cité de Nanto, de renouveler le partenariat. Alors à Nati Tengou, on est venu dans le cadre du renouvellement de la convention de partenariat qu'on a depuis de nombreuses années, donc 1998 avec la mairie de Nati Tengou. Là, on venait renouveler, travailler la nouvelle convention cadre qui va surtout porter donc encore sur des programmes de développement intégré sur les écoles avec forage, latrines, cantines. Tout ça en lien souvent avec notre comité de jumelage de la ville de Rilieu-la-Pape. On va travailler sur la question de la gestion des déchets qui est un sujet extraordinairement complexe et on va travailler également sur la question peut-être, si c'est possible, de l'eau et du barrage qui se trouve en haut de Nati Tengou. Un renouvellement qui fait la fierté du maire de Nati Tengou. C'est un partenariat gagnant-gagnant. La ville de Nati Tengou aussi a des valeurs, a des potentialités à leur offrir et je pense que c'est dans ce cadre cette nouvelle convention entre. Il faut remercier le conseil communal qui m'a accompagné, qui a permis
avec la vigilance de mon secrétaire général, il faut le dire, qui m'a accompagné pour que nous puissions négocier en dehors du volet eau, hygiène et assainissement, de prendre en compte le volet éducation. Voilà pourquoi, pendant le séjour de la délégation de Rilieu-la-Pape, des documents de travail, des kits scolaires et des habits ont été offerts respectivement au CEG1, à l'école primaire publique Kantaborifa et au centre Bon Samaritain de Nati Tengu. Il y a 4 mètres cubes de bouquins, là, 4 mètres cubes de savoir, de sciences qui vous sont mis à disposition. Vous en ferez, on en est sur un très bon usage. Un professeur de SPCT aujourd'hui, lorsqu'il va prendre sa classe, il aura avec lui au moins 50 livres dans sa classe. Ça veut dire que lorsqu'il finit le cours, bien pendant le cours, il peut remettre un livre à chaque élève. Et chaque élève pourra donc faire les exercices pendant les cours. Ce qui nous manquait, c'était les supports. Mais à partir d'aujourd'hui, nous avons des supports. Il n'y a plus de raison que nous ne soyons plus excellents. Nous vous promettons d'en faire bon usage des fournitures que nous avons reçues et de vous faire honneur à vous et nos amis, tout en souhaitant que ce geste d'amitié et de partenariat se poursuive pour un monde plus beau. Rilieu-la-Pape entend sauvegarder ce partenariat et d'ici quelques semaines, cette nouvelle convention prendra corps dans la commune de Nati Tengu. Voilà, et nous restons à Nati Tengu où la communauté estudiantine de l'école normale supérieure a reçu ce vendredi la visite de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La ministre s'y est rendue pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des locataires de cette école de Nati Tengu. Les détails avec Alassane Arona. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'école normale supérieure de Nati Tengu, accompagnée d'une forte délégation de son cabinet ministériel, Éléonore Yaïla Dekan est ici pour s'enquérir des difficultés auxquelles la communauté estudiantine de Nati Tengu est confrontée. Mais avant, le recteur de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques va lui présenter la mission assignée à l'Université d'Abomey, créée en octobre 2016 dans le contexte de la restructuration de la carte universitaire. Cette université de type nouveau, dédiée à l'éducation en STEAM, à savoir sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, reste l'une des innovations de cette réforme du gouvernement du président Patrice Talon. La mission de l'UNSTEAM est de former des hommes et des femmes responsables, capables de concevoir et de mener des activités complexes et innovantes, répondant aux enjeux de la mondialisation et du développement durable dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, STEAM. Cette université thématique offre donc une formation diversifiée et adaptée au marché de l'emploi dans le domaine du génie. Occasion pour le personnel administratif, le corps enseignant et les étudiants de faire part à leur hôte du jour quelques difficultés. Depuis plus de 6 ans, nous assistons à une quasi-disparition ou bien non-existence des infrastructures. Au sein de l'école normale supérieure de Nati Tengu, les bâtiments que nous avions datent des vieux temps. Et nous vivons aussi au sein de l'école normale supérieure de Nati Tengu des cas d'insécurité. Il n'y a pas la clôture. Ici, le labo que nous avons, la capacité c'est de 16 apprenants. Et nous n'avons pas à faire correctement les travaux pratiques. Autant de problèmes qui entravent le bon déroulement des activités académiques dans ce centre universitaire. Et pour toucher du doigt les conditions d'études décrites par les uns et les autres, l'autorité ministérielle va sillonner les différents compartiments de ce haut lieu de savoir, de l'infirmerie au dortoir, en passant par le réfectoire et les laboratoires. Rien n'a été occulté au cours de son passage. Je voudrais, monsieur le recteur, vous dire que j'ai pris acte des difficultés auxquelles ce centre est véritablement confronté. Et en même temps, j'adresse mes mots de reconnaissance et de gratitude aux autorités qui nous appuient sur le terrain.
Le centre universitaire de Nati Tengou, faut-il le rappeler, regroupe deux entités. L'école normale supérieure qui a pour vocation d'assurer la formation initiale et professionnelle en matière de l'enseignement et la faculté des sciences et techniques dédiée à la formation des cadres dans les domaines des sciences et techniques. Voilà, et puis pour finir, après les étapes de Materi et de Bokombe, le directeur pays de l'ONG internationale Île de Paix était ce mercredi à Kobli, accompagné des responsables de Bubdos ONG et de Jura Afrique Bénin. Il y était pour échanger avec les bénéficiaires du programme d'amélioration du revenu et de la sécurité alimentaire par sa phase 2 sur leurs acquis 3 ans après la mise en œuvre du dit programme. Voici les détails à travers ce reportage. Des produits agricoles, maraîchers et piscicoles exposés sur ces standards Kobli pour montrer à la face du monde quelques résultats obtenus 3 ans après la mise en œuvre du programme d'amélioration du revenu et de la sécurité alimentaire par sa phase 2. Un programme belge piloté par l'ONG internationale Île de Paix pour consolider les acquis de la première phase du dit programme. Tout comme à Materi et à Bokombe, les bénéficiaires du Parsa 2 de Kobli sont ici pour partager avec le directeur pays de Île de Paix et les autorités locales leurs acquis du conseil d'exploitation familiale et les réalisations de l'agriculture familiale durable. On voulait que les acteurs de l'agriculture familiale durable puissent renforcer leurs performances dans le domaine économique, dans le domaine environnemental et dans le domaine social. C'est important qu'on puisse pouvoir travailler pour la production, mais c'est encore plus important de s'attarder sur les systèmes qui permettent de produire de manière durable, donc de produits sains. Et pour atteindre cet objectif, la deuxième phase du dit programme a été marquée par le passage d'une approche filière à celle d'accompagnement intégré. Cet accompagnement, qui est en phase avec la nouvelle mission de Île de Paix, vise à faire la promotion des systèmes alimentaires durables. À l'heure du bilan, le taux d'exécution physique du programme est quasiment de 100% et le taux global de consommation financière de même, alors que nous sommes dans une phase où les ateliers de clôture, c'est le dernier aujourd'hui, sont en cours et où il y a également l'évaluation finale qui est en train de se terminer. Alors, le score moyen atteint par l'ensemble des 3 groupes d'acteurs est de 95% avec le détail qui a été présenté. Ces résultats élogieux montrent qu'en plus des 190 ménages pilotes, 950 apprenants et 1000 autres ménages issus des villages cibles ont été touchés par cette intervention qui a favorisé d'importants changements aussi bien sociaux qu'économiques au sein des ménages. Ce programme se clôture aujourd'hui, mais notre présence dans la commune ne prend pas fin. Nous sommes disponibles, Monsieur le maire, pour l'accompagnement de vos efforts de développement. Je voudrais vous dire merci et vous féliciter pour l'accompagnement. Les résultats obtenus ne pouvaient pas l'être sans votre participation. Je voudrais également dire à ceux qui ont été formés de montrer aux autres aussi ce qu'ils ont appris. Les producteurs ne sont pas les seuls impactés par ce programme. Les ONG partenaires de mise en œuvre du Parsa 2, en l'occurrence Bubdos ONG et Jura Afrique Bénin, ont pu également améliorer leurs connaissances techniques et stratégiques en genre et en écologie, de même que celles managériales en gestion des ressources humaines. Voilà, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal 3.